Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot. Alors aujourd'hui, on va débriefer cette 29e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, je suis pas tout seul. On est 4 ce soir pour évoquer ce week-end. On commence comme d'habitude, l'habituel, le titulaire indiscutable. Léandro, comment ça va Léandro? Bonsoir, Léandro est très heureux. Le week-end fut bon. Tu parles de toi à la troisième personne? Oui, exactement. Bah, mec, écoute, un statut d'irremplaçable dans le podcast, ça doit se mériter. Et voilà, je ferai parler mon argent. Et un statut d'invaincu dans les deux derbies aussi. C'est vrai. Un statut on a pris 4 points sur 6 et Montpellier en a pris qu'un. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On retrouve quelqu'un qui nous avait abandonné lâchement la semaine dernière. C'est Maxime. Comment ça va, Maxime? Ça va. J'avais des obligations personnelles. Je me suis bien ressourcé, donc là, je suis de retour. Sourcé du côté d'Arcachon. Exactement. Coin que je conseille, je ne connaissais pas, mais à nos chers auditeurs, vous pouvez y aller. C'est validé. Et en plus, on a quand même un truc, c'est qu'à chaque fois que tu es absent pour des raisons personnelles, le Monaco fait des contre-performances. Ça, c'est à souligner quand même. C'est à souligner. C'est une donnée qu'il faudra prendre en compte pour l'évolution de ma carrière, ouais. Après Leandro Prono, il y aura peut-être Maxime Prono ou Maxime Voyage. Ça dépendra aussi d'où est-ce que tu pars pour savoir si Monaco va faire un contre. Et enfin, on retrouve Doumam. Alors Doumam, lui, il a pas passé de bonnes semaines, je le sais. Le PSG a pas fait un grand match mercredi en Ligue des Champions. Le PSG a perdu hier. Montpellier fait match nul dans le derby. Mais t'es quand même là, Doumam. Ouais, salut l'équipe. Ouais, bah écoute, c'est vrai que franchement, coup-ci, coup-ça, on va dire, mais content d'être avec la Dream Team, c'est ça le plus important, et content de faire le podcast, surtout cette semaine. Il s'est passé tellement de choses que franchement, on aura plein de choses à dire, donc c'est ça qui est cool. Ok, bon, nickel. Bon, comme d'habitude, on va commencer par un récap complet des résultats de la journée. Elle a commencé vendredi avec Stade de Reims-Lyon où les Rémois sont pas passés loin de l'exploit et ont finalement arraché un point face à l'OL. Samedi à 13h, Saint-Etienne s'est imposé 1-0 face à Angers. Maxime, c'était un match comme d'hab le samedi à 13h, t'es plus proche de la sieste qu'autre chose, quoi. Oh, c'était terrible, mais alors terrible. En première période, il y avait rien. Techniquement, ça enchaînait pas 3 passes, c'était pas du niveau Ligue 1, la pelouse était atroce. Franchement, il y avait rien du tout. À part Wabi Kazri qui du coup a offert la victoire à Saint-Etienne d'un magnifique but, mais rien de plus. À 17h, l'Olympique de Marseille version Jorge Sampaoli a enchaîné un deuxième succès de rang avec le coach argentin face à Brest. Une victoire 3-1 encore une fois dans les arrêts de jeu. Enfin voilà, le coach commence parfaitement. L'OM est quand même encore en course pour la Ligue Europa. Et ça sera intéressant d'en parler un peu tout à l'heure avec tout le monde. Et dimanche, 13h, on l'a dit tout à l'heure, Léandro, le Nîmes Olympique a fait match nul face à Montpellier. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu peux un peu vendre la mèche sur ce match? Vas-y, vends-moi un peu le petit compte-rendu que tu vas me faire de ce match-là. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai été assez content du match, puisque sur le papier, on était quand même une équipe bien plus faible. Et au final... moi je me dis qu'un nul c'est pas plus mal, puisque dans le sens où on a refait perdre 2 points à Montpellier, on n'a pas perdu, et puis on avait quand même gagné au match aller, donc j'étais quand même assez content, moi. Il y a eu une petite célébration. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la célébration d'Andy Delors qui a mangé un croco avant de voir son but en jeu? Si tu mets un peu, tu vois, j'allais dire pas les embrouilles, mais tu vois, la rivalité de côté, est-ce que tu trouves ça drôle? En mettant... moi je vais être assez honnête, j'aurais rêvé qu'on puisse avoir cette célébration de notre côté, donc je peux pas franchement aller trash talk, tu vois, dans le sens où la célébration a été très bien trouvée. Certes, moi ça m'a foutu un seum de fou, mais parce que j'étais je comprends, j'étais la victime entre parenthèses, tu vois, mais je pense que t'avais le poing serré, t'étais ah putain, mais alors quand il s'est fait annuler son but par la VAR, j'étais là, je vous jure, j'ai tellement crié, les mecs. Je me suis vidé la gorge, j'ai tout donné. Et en plus derrière le but de Koné, enfin bref. En fait, c'était trop bien pour un non-Nîmois la célébration. Et derrière, genre pour un Nîmois, le but avec le refus et tout, c'était magnifique aussi, tu vois. Et au final, je me dis vraiment, j'avais pas mal de potes qui étaient tristes en fin de match et tout, puisque du coup on comptait déjà aller fêter machin et tout, mais imagine si on aurait perdu sur un but de Delors avec cette célébration. Je crois que ça aurait fait mal. Ça aurait été terrible. Mais après, au final, pour un match à 13h, c'était un beau match, j'ai trouvé. Il y avait quand même pas mal d'actions de côté. C'était deux équipes
ont eu leur temps fort. Personnellement, d'un point de vue un peu extérieur, d'un point de vue un peu extérieur, j'ai plutôt bien aimé. Toi, Doumam, t'en as pensé quoi, toi? Bah, écoute, la célébration, moi, j'ai kiffé de ouf, hein. C'est vraiment, ouais, c'est Andy Delors, en fait. En fait, il est en train de montrer au fur et à mesure que c'est un vrai pailladin et qu'il est vraiment amoureux du club et se faire ce genre de petits chambrages dans le sud, chez nous, à Montpellier, c'est vachement aimé, quoi. Dans la région, c'est ce qu'on aime, en fait, dans le football. Et voilà, le football dans le sud, faut le dire, hein, c'est particulier. C'est pas comme le football dans le nord ou à Lyon ou à Paris ou quoi. C'est un football qui est beaucoup fait de chambrage. Sanguin. Voilà, c'est un football sanguin, c'est un football un peu passionné et passionnel. On peut le voir aussi à Marseille. Mais ça, c'est ce qu'on aime en fait. Hein, c'est juste ce qu'on aime. Donc, on va pas reparler du hors-jeu qui, pour moi, n'en est pas un. Parce qu'en fait. Ah, tu parles. Là, ça y est, t'es déjà dans l'analyse du match. Ça y est, ouais, non, je te disais plus globalement. On va en reparler après. Voilà, plus globalement, t'as aimé ce match-là, toi, devant ta télé, quand même? Ouais, grave. Ouais, franchement, j'ai trop aimé. Dès le début, en plus, ça partait. Ouais, ça commençait d'entrée. Et voilà. Et puis, Ferrat à Montpellier l'année prochaine. Non, mais tu vois, genre, juste pour compléter ce que disait Doumam. Purée, entre un match comme ça et le match qu'on nous avait pondu au premier tour, mais tu prends ce match 15 000 fois et on s'est tous régalés, alors qu'au match aller, c'était vraiment un match chiant à voir. Et là, pour le coup, c'était vraiment plaisant, je pense. Pour tout fan de foot, c'était vraiment plaisant et c'était cool. C'est clair. Du coup, on en reparlera un peu plus tard. Hein. Et à 15h, du coup, dans le multiplex, Bordeaux a gagné 3 face à Dijon. Là, le maintien paraît extrêmement compliqué pour Dijon, qui est sur 9 défaites consécutives en Ligue 1 et puis surtout qu'il se passe quasi rien dans l'équipe. Je sais pas si vous avez vu les déclats d'Arpinon en après-match, mais il dit que c'est en gros une honte, c'est que c'est très inquiétant les attitudes des joueurs. Arpinon ? On a l'impression. Pardon, ouais, voilà, Linares, ouais. Linares, pardon. Comme quoi, peut-être presque une tromperie que j'ai pas voulu, mais tu vois. Mais en gros, ouais, David Linares, en gros, il disait que c'était très inquiétant et que les attitudes étaient pas bonnes. On a l'impression que ça y est, ils ont déjà baissé les bras et que Dijon va redescendre en Ligue 2, quoi. Bah, après, est-ce que, on le sait que sur le papier, c'est toujours faisable, etc. Mais je sais pas si vous avez vu le calendrier. Ouais, mais quand tu vois les attitudes sur le quand tu vois rien que les attitudes sur le terrain, encore plus du calendrier, t'as l'impression que ça y est, ils ont tous abandonné, quoi. Non, mais tu vois, moi je me mets à la place des joueurs et genre, d'un côté, c'est pas normal qu'ils lâchent, surtout quand c'est des pros, etc. Mais d'un autre côté, quand tu regardes le calendrier qui va se taper Dijon, certes, il y a toujours 33 points, si je dis pas de bêtises à aller chercher, mais il reste un déplacement à Marseille, enchaîné d'un déplacement à Monaco. Enfin, il y a vraiment déplacement à Rennes, il y a des matchs compliqués en plus contre des équipes genre comme Saint-Etienne, Nantes qui luttent pour la manutention et qui du coup vont à tout prix essayer d'aller chercher au moins un point. Donc non, moi je pense que c'est plié depuis un moment quand même. Enfin, il y a 27 points à aller chercher, Andrew. Il n'y a plus que 9 journées à jouer. Ouais, tu vois. T'es encore dans tes calculs d'avant, là. Non, mais ouais, voilà, dans mes calculs d'avant. Non, mais tu vois, mais ce que je voulais dire, c'est que genre, pour moi, je pense que tout le monde le sait, depuis au moins janvier, février, ça semble plié pour Dijon. Et est-ce que... Non, mais t'as eu un bon moment, tu sais, en décembre, ils étaient bien revenus. On s'était dit peut-être que, voilà, tu vois, ça sera jusqu'au bout entre les 4-5 dernières équipes, et puis au final Dijon ça y est, ils sont lâchés et ça paraît difficile de les revoir remonter là. Ouais, je pense que ça va être très très compliqué. Et puis en plus j'ai plus exactement la stat en tête, mais je crois que Dijon cette saison, s'ils perdent le prochain match contre Reims à la maison, ça sera l'équipe en Ligue 1 qui aura perdu le plus de matchs d'affilée à domicile. Là je crois qu'ils sont à 15, ils sont à égalité avec Marseille qui avait enchaîné ça il y a 2 ans je crois. Et là du coup s'ils perdent contre Reims, ils vont encore plus marquer l'histoire de la Ligue 1, mais par le côté négatif, tu vois. Donc c'est triste, quoi, c'est vraiment triste. Ouais, et puis pour que Bordeaux crée autant d'actions chaudes et marque 3 buts, c'est qu'il y avait vraiment un gouffre entre les deux. Non, mais c'est surtout avec tous les absents qu'il y avait du côté Bordeaux, ça il faut, en plus, faut aussi le souligner. C'était pas l'équipe bis, mais quand même, c'était pas... Il n'y avait pas de Ben Arfa, il n'y avait pas Kos, il n'y avait pas Otavio. Non, mais pour que Nicolas Depréville fasse un grand match, ça prouve, en vrai, c'est... Non, mais enfin voilà, sans clair.
caché, ça prouve qu'en face il y avait vraiment personne quoi. Ouais, Enfin voilà, on passe sur les autres résultats. Il y a le RC Lens et FC Metz, deux équipes qui jouent l'Europe. Elles sont laissées sur un score de 2 partout. Les Lensois peuvent avoir quelques regrets puisque les buts messins arrivent sur des erreurs et qu'ils ont eu globalement les plus grosses actions du match. Dans le même temps, Lorient a été accroché par l'OGC Nice 1 partout. C'est pareil, les Merlus avaient dominé la rencontre. Et même Adrien Urcea, après la rencontre, s'est étonné et savait pas trop comment Nice pouvait repartir de Lorient avec 1 point. Ça veut tout dire et ça prouve encore une fois que Nice est en galère cette saison. Et le Stade Rennais de Pep Genesio, de Bruno Genesio, il faudra aussi qu'on en parle de ça, s'est imposé 1-0 face à Strasbourg après avoir perdu face à Marseille mercredi pour son premier match. Bruno Genesio s'est imposé. Voilà, je pense que il y aura quelques débats à voir. Je crois que c'était avec Doumam qui était plutôt favorable à la signature de Bruno Genesio à Rennes. Je pense qu'on pourra en parler tous les deux tout à l'heure. Oui, on peut en parler si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu rigoles déjà. J'ai l'impression que Non, mais parce que... Bon, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement... on verra ce que ça va donner. Genesio à Rennes, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée du siècle. Ah, ça y est, tu commences à être près d'aller. Mais on a expliqué la semaine dernière. Disons que non, mais on a expliqué la semaine dernière que j'avais compris. En fait, en termes de club, je comprends pas trop le choix en fait. C'est ça le truc. Voilà, en termes de où le club veut aller en fait. La semaine dernière, j'avais vu clair dans ton jeu la semaine dernière où en fait tu casais un peu tous les noms qui étaient annoncés à Montpellier et que tu voulais pas trop voir, tu les casais ailleurs. Ça, je l'ai compris la semaine dernière, ça. Exactement. Et donc là, c'est bon, il est à Rennes, il viendra pas à Montpellier. C'est ça, c'est Doumam Carotti en fait avec nous, on l'a pas dit. Mais je suis aussi pressé d'avoir l'avis de Maxime qui était pas là quand on a parlé de l'arrivée de Bruno Genesio. Je suis pressé de savoir ce qu'il va en penser. T'inquiète, on en parlera le moment. Ouais, merci. Ça marche. À 17h, Maxime, pendant que t'es avec nous, l'AS Monaco et Lille sont laissés sur un score de 0-0. On a un peu tout vu sur ce match. Enfin, en termes de commentaires, certains ont dit qu'ils se sont embêtés, qu'ils se sont fait chier, même comme dirait Leandro, on va parler clairement. Et d'autres ont plutôt apprécié. J'ai vu sur les réseaux sociaux que certains trouvaient que c'était un match assez tactique. Nico Kovac aussi apprécié, que c'était une partie d'échec. Ah bah, ça sera intéressant de se confronter avec Leandro qui s'est plutôt embêté. Je t'attends sur le ring, Leandro, alors. À tout à l'heure. Oh, l'invitation est prise. Et enfin, à 21h, alors que le PSG avait une occasion en or de reprendre la première place, Paris s'est incliné 2-1 face à Nantes, 19e de Ligue 1 au coup d'envoi. Une défaite qui ne fait pas les affaires de Doumam et moi, on va pas se mentir, mais aussi de Leandro, puisque Nantes est repassé devant Nîmes. Ouais, c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Je te sens déjà abattu. Ah ouais, mais je suis abattu de me dire que Comboiré réussit son coup à Nantes, quoi. Vraiment, ça me dégoûte. Mais il faudra en reparler parce qu'il y a quand même un peu tous les incidents autour de Di Maria, de Marquinhos qui ont un peu pollué la rencontre. Enfin, en tout cas, l'attitude des Parisiens a changé énormément à l'heure de jeu. Quand Di Maria est sorti, il faudra en reparler. On va commencer du coup brièvement par revenir sur Reims-Lyon. Je crois que Maxime, toi, t'as vu le match et Leandro aussi. On peut dire que Lyon s'en sort très bien quand même au vu de cette rencontre, même si il y a eu beaucoup de commentaires autour de l'arbitrage. Oui, mais bon, après, vas-y, je t'en prie, commence, Max. Vas-y. Non, t'étais parti, mais ce que je voulais, tu parlais de l'arbitrage. Pour le gros événement de cette soirée, c'est un penalty qui est refusé à Lyon pour une charge de Fouquet sur Paqueta à l'heure de jeu, alors que Lyon était mené 1-0 depuis la demi-heure après un super but, une super reprise de volée de Mathieu Cafaro sur justement un centre de Fouquet. Et Lyon qui a été pas vraiment à l'aise en première période, un peu gêné, bousculé. Et donc pour réagir, Rudy Garcia a effectué 3 changements à la mi-temps. Cherki qui sort, Aouar et De Chilio. Et donc parmi les 3 entrées, Kadewere, Cornet et Cacré. Cacré qui a été très bon, Cacré incroyable. Métamorphosé le milieu de terrain lyonnais. Et à force de pousser, Lyon est parvenu à égaliser et un peu limiter la casse. C'est Kadewere qui a égalisé. On sait qu'il était quand même en difficulté ces derniers temps, le buteur du Zimbabwe, et qui vient rapporter un point à Lyon. Alors vendredi soir, c'était un mauvais point parce que forcément dans la course au titre, ne faire que match nul à Reims
c'était pas forcément un bon résultat. Et les Lyonnais doivent d'autant plus s'en vouloir aujourd'hui que hier, le Paris Saint-Germain, comme on l'a dit, a perdu. Donc Lyon poursuit sa série d'invincibilité de 5 matchs là, consécutifs, mais c'est vrai que dans le jeu, c'est ronronnant. Ouais, c'est clair. Toi, Leandro, qu'est-ce que t'en as pensé du match Déjà, le match, je trouve que le nul, malgré tout, est quand même allé bien chercher par Lyon. Moi, tu vois, c'est plus un coup de gueule que j'ai à faire passer aujourd'hui. C'est que, une fois de plus, on s'est retrouvé avec énormément de Lyonnais qui sont pleins d'arbitrage, etc. Mais les frères, il faut aussi voir les matchs où vous êtes avantagés. Parce que de venir se plaindre que quand on est désavantagé, c'est quand même triste. Surtout que cette saison, Lyon n'est clairement pas l'équipe. C'est propre de tout supporter, ça, Leandro. Ouais, mais là, tu vois, Lyon n'est clairement pas l'équipe la plus à plaindre cette saison en Ligue 1, tu vois. Et je trouve ça culotté, alors que t'arrives quand même à arracher un nul à la 91e, que de voir des gros pavés sur Twitter qui font 4 tweets pour se plaindre d'arbitrage. Enfin, c'est à un moment donné, il faut juste remettre les compteurs. Tu marques à la 91e, t'arrives à arracher un match nul alors que le match est totalement perdu à ce moment-là, sois déjà content, arrête de venir te plaindre à tirer à l'arigot, faut plutôt se plaindre avec ce qu'ont fait les joueurs sur le terrain, tu vois, plutôt que de venir se plaindre de l'arbitrage, c'est trop facile à chaque fois. Je trouve ça trop facile, c'était plus un coup de gueule, moi. Effectivement, faut peut-être plus se plaindre. Alors moi, j'ai vu beaucoup de personnes aussi se plaindre, effectivement, mais pas forcément de ce côté-là. Ils sont plus plaints du côté de Garcia, de sa gestion. C'est vrai que l'équipe en ce moment, elle est pas très très reconnaissable. Moi, à un moment donné, depuis janvier, hein. Ouais, depuis janvier, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Très étonnant. Moi, j'ai vu aussi énormément de personnes qui se sont plaints sur le sort réservé à Cherki quand il y a certains spécialistes entre guillemets du foot qui disent que il faut pas trop en faire avec lui ou je sais pas quoi et qui en plus effectivement, moi je l'ai sorti un peu comme une sortie sanction alors que moi j'ai vu le match. Ça se voit que déjà Ryan Cherki il n'était pas forcément très libéré dans son entrée, enfin il était titulaire donc il avait un peu la pression, laisse-le un peu encore un quart d'heure, 20 minutes après. Non mais surtout que quand tu vois le match ils pouvaient tous sortir à la mi-temps excepté peut-être Depay hein. Voilà, c'est plutôt bon, c'est qu'après c'est une bataille d'ego ou du moins de place dans le vestiaire parce que là Cherki c'est plus facile de sortir Cherki que d'autres, hein, tout simplement. Exactement. Et moi, ça, je trouve ça un peu pas très honnête, clairement. Et ensuite, non, au niveau de Lyon, Lyon, c'est moins fort. Hein. C'est étonnant. Le penalty, quand même, le penalty, ça peut faire polémique, mais moi, je trouve que comme par exemple en Ligue des Champions, on avait un penalty à peu près similaire qui aurait été justement accordé à Porto sur une faute de Demiral. C'est quasiment la même configuration. Et là, il y a un penalty qui a été sifflé. Donc effectivement, je peux comprendre qu'on soit un peu réticent par rapport à cette décision. Non, mais voilà, après, comme on l'a dit, c'est vendredi soir, on sort de ce match et Maxime l'a bien résumé en se disant que Lyon a fait la mauvaise opération du week-end et puis au final Lyon reprend un point sur le PSG et reste à distance de Lille. Donc au final les Lyonnais, je pense qui étaient mécontents vendredi ressortent dimanche soir un peu soulagés. Je sais pas toi Leandro ce que tu en penses par exemple soulagé, j'ai l'impression que du coup les trois équipes qui pouvaient du coup prendre l'avantage les unes sur les autres, ils se sont dit si Lyon fait nul, on va tous faire nul et puis on va garder le suspense jusqu'à la fin. Donc sauf le PSG. Ouais, sauf le PSG qui du coup a perdu. Mais du coup tu vois ça permet ça permet un peu plus de comment dire, de compétitivité jusqu'au bout. De suspense. Toi tu veux du suspense jusqu'au bout toi. Ouais, surtout que cette saison, tu vois, le suspense il est cool, on a quand même 3 équipes qui sont vraiment au coude à coude. Il y a Monaco qui est pas très loin non plus, mais je pense que ça va plus peut-être essayer d'accrocher un podium. Mais non, du coup, ça rajoute du suspense et puis c'est surtout que c'était dans des matchs où on s'y attendait peut-être pas. Et je me dis que le grand gagnant de l'histoire, c'est quand même Lille, puisqu'au final, ils sortent un nul contre Monaco qui est le plus gros adversaire entre Reims et Nantes, tu vois. Donc peut-être Lille sort grand gagnant. Donc à voir ce que ça donne sur la durée.
Ouais, puis c'est à partir de cette semaine que les gros matchs auront lieu, puisque Paris va affronter Lyon, Lille mercredi en coupe, et il y aura juste après la trêve, je crois, encore un match face à Lille. Mhm. Donc c'est là, je pense que le championnat va peut-être se jouer pour le PSG au moins. Parce que si Paris qui a pas gagné un match face au gros cette saison, va falloir faire autre chose face à Lyon qui perd du chemin. C'est pas du tout la même affiche que ce qu'on avait eu en novembre ou décembre, quand Lyon est arrivé au parc avec enfin en grande forme, quoi. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une stat assez drôle. C'est que cette année, le Paris Saint-Germain, c'est une défaite tous les 4 matchs. Et c'est ouf, hein, quand on se dit ce que le PSG nous déjà a 4 défaites au Parc des Princes en Ligue 1 sur une saison, 7 défaites au total, et 4 défaites au Parc des Princes, même il y a 10 ans, je suis pas sûr que ça soit arrivé très, très souvent. Ouais, mais c'est une saison que je pense que le Paris Saint-Germain, même si à la fin il gagne, hein, je pense que ce sera une saison que tout le monde voudra rapidement oublier à Paris. Mais ouais, c'est assez fou. Après, on verra avec Lyon, pour en revenir sur le match. Lyon, je sais pas ce que ça va donner. Moi, j'ai peur un peu de cette espèce de gestion. Il paraît que Bruno Guimaraes a sorti un tweet après le match avec un peu des sous-entendus, comme quoi il n'était pas rentré du match et que donc forcément, il l'avait pas forcément bien vécu. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Il paraît que des Chiglio en interne, il y en a plein qui se disent comment ça se fait que ce mec joue, sachant que Melvin Barr a joué encore une fois 2 minutes. Donc, il n'y a pas qu'en interne qu'on se pose ces questions. Oui, voilà, mais je veux dire, aussi dans le vestiaire, ça commence un peu à jaser. Donc, je sais pas comment Rudy Garcia, qui n'est pas forcément le mec le plus communicant, le plus, on va dire, fédérateur du football, quoi. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va finir. Mais c'est vrai que Lyon est en train de perdre des points bêtement. Et puis Oussem Aouar, par exemple, aussi, qui arrive pas à revenir à son top niveau depuis le début de la saison, depuis son transfert un peu avorté à la Juve ou à City, où on savait pas trop. Donc là, on est en train de voir tout ça. On va attendre. On n'est pas dans la culture de l'instant, mais par contre, voilà, toujours un patron, quoi. Memphis, il fait pas un super match. C'est difficile pour lui, en fait. Reims aussi a très très bien joué, je trouve, le coup. Et vraiment, Memphis, il arrive quand même à faire la différence parce que c'est vraiment, il a une vraie mentalité de leader et de capitaine et de gagnant, quoi. C'est clair. Je pense que tu as tout dit, Doumam, hein, sur ce match, sur ce Reims-Lyon. On va passer à samedi. Le deuxième match de Jorge Sampaoli, face au Stade Brestois. L'OM s'est imposé de 3-1, comme face à Rennes mercredi en match en retard. L'OM a fait la différence en toute fin de match. Lucas n'est pas là ce soir pour en parler, mais Michael Cuisance commence à renaître de ses cendres et Luis Enrique pointe le bout de son nez. Je sais pas qui veut commencer par en parler. Landreau, toi, t'as vu le match Ouais, j'ai vu le match et Luis Enrique, tu vois, moi qui... Gros centré, hein. Ouais, moi qui, je sais plus c'était quand, hein, c'était peut-être en novembre ou décembre où il faisait quelques rentrées par-ci par-là et où je disais que c'était cool, tu vois, mais je pensais qu'on en faisait peut-être un peu trop. Au final, là, avec Leandro Prono s'est peut-être trompé, c'est ça que tu veux dire? J'ai pas douté du joueur, tu vois, mais je trouvais qu'on en faisait un peu trop pour ce qu'il avait proposé. Et par exemple, sa double passe D, la deuxième, là, sur Cuisance, je la trouve sublime, parce qu'il vient vraiment le trouver à un endroit, il est fort, il est vraiment fort. Et puis, peut-être que c'est le joueur qu'on n'espérait pas forcément voir en cette fin de saison et qui pourrait redonner le sourire aux supporters marseillais, puisque tu vois, c'est des profils totalement différents de ce qu'il y a à l'OM, et au final c'est un mec qui est très versatile, très rapide, qui arrive très bien à aller justement, tu vois, il est pas forcément dans la pose de jeu. Je pense notamment, tu vois, à des mecs comme Payet, etc., qui ont pas cette vivacité, pas cette rapidité. Ah bah oui, c'est un profil différent. Ouais, c'est un profil. Et il apporte un peu ce que Radonjic pouvait apporter de temps en temps. Ouais, mais avec du cerveau du coup, quoi. Donc non, c'est cool. Franchement. Non, mais enfin, tu vois, dans le profil, c'était un peu ça. C'était un peu, enfin, c'est celui qui remplace parfaitement Radonjic, quoi, qui apporte plus de vitesse, plus de percussion vers l'avant, ce que Payet peut plus trop faire. Que Thauvin fait beaucoup moins, et puis de toute façon qui fait sur le côté droit pas le côté gauche, quoi. Enrique, ces 2 dernières entrées sont très encourageantes quand même. Et tu vois, de dire que c'est le remplaçant Radonjic, je trouve ça très très pas gentil pour lui quand même. Enfin.
on peut pas dire ça. Ouais, mais regarde, Mais oui, mais ça peut être positif. Regarde, Keylor Navas a bien remplacé Alphonse Areola. Donc, tu vois, c'est... certes. Tu peux le voir comme tu veux, quoi. Voilà. Non, mais plus globalement, même Cuisance, tu vois, on sent que Sampoli, après, c'était attendu l'effet du nouveau coach, qui insuffle une positivité dans le vestiaire. Bon, toi, tu peux aussi en parler avec Pascal Planck à Nîmes, hein, c'est exactement pareil. C'est ce côté, on s'arrache pour le nouveau coach, et puis il suffit que pendant quelques semaines, l'OM a produit, j'allais dire, même pas de jeu ou quasi pas, et que là, du coup, t'arrives avec un coach qui arrive direct en attaquer, je veux que les joueurs se fassent plaisir en attaque, ça te change tout, hein, ça te change tout ton groupe, les joueurs y croient beaucoup plus, et puis tu le sens sur le terrain. Alors, bien sûr, après, on est loin du Sampoli de Séville, enfin du Séville de Sampoli plutôt, mais tu vois qu'à la fin, les mecs ils s'arrachent, il y a un partout, l'OM est quand même en recherche de points, ils vont continuer à attaquer, ils sont récompensés sur 2 matchs. Mais tu vois, le truc, c'est que un mec qui a pas regardé le match, il va se dire, purée, Marseille, ils ont dû tuer Brest, 3-1, la belle victoire. Alors pas du tout. Enfin, franchement, deuxième mi-temps, Brest, c'est limite triste pour Brest qui repartent 100 points de Marseille, tu vois. Parce que la deuxième mi-temps du stade brestois, elle est fabuleuse. Bon, je vais pas redire mon amour envers le stade brestois parce que je crois qu'on en a déjà assez parlé. Mais c'est fou qu'on arrive Sampaoli, il arrive à se faire 6 points, tu vois, en 2 matchs. 6 points quand même qui sont vraiment allés gratter jusqu'au bout des matchs, jusqu'au fin fond des rencontres, parce que c'était largement pas gagné. Et ouais, au final, 2 éclairs de génie, 2 fois un peu de la part de Enrique qui rentre bien. Donc non, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant de Sampaoli de l'OM. Je pense qu'il faut laisser un peu plus de temps. Je pense que là, les 2 matchs d'adaptation, malgré que le choc psychologique ait été bénéfique à l'OM, puisqu'on retrouve quand même un l'OM qui joue au foot et qui donne envie, qui arrive à donner envie sur certains moments du match. Donc c'est beau à voir. Mais je pense qu'il faut peut-être lui laisser 3-4 matchs de plus, tu vois, pour faire une vraie rétrospective de ce qu'il fait, enfin, non, une vraie analyse plutôt. Une vraie analyse. Je pense qu'au bout de 10 matchs. Vas-y. Merci Lamo. Je pense qu'au bout de 10 matchs, 10-15 matchs, on pourra voir. Mais souvenez-vous de ce que je disais dans le podcast, dans un des podcasts précédents, quand justement avec Lucas, on commençait à parler un peu d'une éventuelle avancée ou arrivée de Sampaoli, et quand il est arrivé aussi. Moi, je reste persuadé que c'est un bon coach pour Marseille. Parce que là, je suis assez surpris, moi, que ça prenne aussi vite et qu'on voit, il y a des attitudes qui trompent pas, quoi. Thauvin qui marque et qui court dans ses bras, comme ça, comme un fou. On dirait que même lui, carrément, Thauvin qui redit que peut-être qu'il va finalement revenir signer à l'OM. Prolongé du moins. Donc oui, bon, ça après, si tu veux mon avis, c'est juste parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'offre à lui pour l'instant. Ouais, il y avait le Milan quand même, hein. Et c'est vrai que là, il a envoyé un message en gros au Milan en disant peut-être que finalement ça va pas se faire, quoi. Mais en tout cas, oui, donc il y a quand même des attitudes qui ressortent. Cuisance qui revient bien, qui pour l'instant rentre dans des bouts de match, mais quand il rentre, il est décisif et il montre qu'il a envie. Donc peut-être qu'à un moment donné, il aura sa place en tant que titulaire. On a quand même des idées de jeu, quoi, des principes de jeu, des idées en fait. Thauvin qui rejoue maintenant plus dans une position axiale, mais qui a quand même la liberté de pouvoir s'excentrer. Payet, moi ça reste une énigme, hein. Le mec, c'est vrai qu'il est hors forme, mais il arrive quand même avec qualité de pied, avec son talent à pouvoir faire la différence. Bon, et je sais pas combien de temps ça va durer. Après, on a quand même, je sens quand même une dynamique qui est totalement différente. Et puis Longoria, hein, le chouchou, hein, mon chouchou Longoria, qui pour l'instant, il est dans les tribunes, il est comme un fou et tout. Non mais moi je suis ces plutôt. Images étaient marrantes, hein. Ah ouais, ces images-là étaient assez marrantes, j'ai trouvé. Moi j'aime ça. Et il y a plus, on va dire qu'il y a peut-être moins de plus d'authenticité. Plus de football. Je pense qu'on a vraiment, comme il a dit, remis le football au centre. Et là, Sampaoli, il est en train de prendre son groupe. Et il y a rien de mieux en fait pour tenir un groupe que les victoires. Et aussi pour après travailler à l'entraînement, vous dire voilà ce que je vous dis de faire, ça marche. C'est pas révolutionnaire. Hein. Il a pas révolutionné pour l'instant le football. C'est des choses qui sont assez élémentaires, hein, qu'il leur demande. Mais ils le refont.
et tout le monde bouge en même temps. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'avant, même si c'est vrai qu'il faut reconnaître que Brest a dominé par séquence dans le match. Marseille, avec un Romain Fèvre. Maintenant, il peut même jouer d'un milieu de terrain. Il est trop fort, quoi. Donc voilà. C'était la petite dédicace. Mais tu vois, moi, on parle de Romain Fèvre, mais genre, enfin, tu vois, c'est un peu saucé, mais Romain Perrault, ce qu'il a fait à l'Irola, c'était limite interdit au moins de 18 ans. Il était vraiment trop dessus. L'Irola, il avait défensivement, il était totalement à la rue à chaque fois que ça montait le côté gauche, là. Et, enfin, pour poser un côté négatif à l'OM, je pense que, défensivement, c'est toujours pas ça. Bon, après, je pense que il faudra quand même des changements. Je pense que Sampaoli, il aura sa patte à mettre et ses joueurs à aller chercher. Mais genre, par exemple, un mec comme Lirola, tu peux pas te le laisser titulaire face à Brest quand t'as de son côté t'as Fèvre et Perrault. C'est impossible. Lirola, il est trop offensif. Il défend pas assez, il court pas assez. Et bon, du coup, c'était peut-être le point négatif. Et comme t'as dit, tu vois, les deux équipes ont... Même si Brest a dominé partiellement le match, je pense que sur les 15 premières minutes, elles étaient... si je dis pas de bêtises, hein, on a vu des matchs ce week-end. Genre, tu vois, c'était un peu par créneau de 15 minutes. Je trouve que les premières 15 minutes, c'était à Brest. Après, l'OM a pris un peu le dessus. Après, Brest est revenu, a pris le dessus. En deuxième mi-temps, pareil, les 15 premières minutes, c'était totalement à Brest. Et sur la fin de match, du coup, on est plus sur du l'OM. Mais bon, ce qui était un peu logique. Après, c'est... Ouais, mais c'est totalement ça. Je pense que c'est physique aussi. Sampaoli, là, il doit travailler avec un groupe qui est déjà émoussé physiquement de la Ligue des Champions, du fait que t'es un groupe un peu, tu vois... ça fait quand même 4 mois, 4 mois la Ligue des Champions. Oui, non, mais... Pas... mais l'OM a un groupe restreint, t'as 15 joueurs qui peuvent jouer, grosso modo, encore le niveau Ligue 1. T'as eu la Ligue des Champions, t'as eu quand même toute l'affaire autour de l'attaque de la commanderie qui a dû un peu toucher mentalement les joueurs. T'as le changement de coach, tu vois, t'as une dizaine de joueurs en fin de contrat à la fin de la saison, donc tout le monde n'est pas impliqué à 100%. Et quand un coach comme Sampaoli demande énormément aux joueurs, quand tu arrives au début du mois de mars, tu peux pas attendre autant des joueurs, t'as pas la préparation que tu veux, etc. Oui, c'est sûr. C'est peut-être ça aussi qui fait que l'OM... Enfin, que je pense que l'OM jouera par période jusqu'à la fin de la saison. Mais tu vois, et comme tu viens de dire, enfin, je pense que ça jouera par période jusqu'à la fin de la saison. J'espère que jusqu'à la fin de la saison, le bon mood continuera pour l'OM, puisque bon, certes, heureusement il y avait Milic en première mi-temps et pareil, Milic on n'en parle pas assez, mais je trouve que franchement c'est un super attaquant. Et vraiment il fait plaisir à voir. Quand tu regardais les matchs de l'OM il y a encore 2 mois avec du Benedetto ou du Zermain là devant là, quand tu vois avec Milic, franchement ça fait plaisir à voir. Et c'est pas le même niveau aussi. Hein. Ah ouais, on a un top attaquant quand même. Rien que le but qui claque, enfin, il est fabuleux, quoi. Franchement. Magnifique, quoi. Mais il fait tout. Mais tu vois, le truc, c'est que pour l'instant, je trouve qu'il fait tout seul. Genre, il fait un peu tout seul en attaque. Et je me demande si avec 2 ailiers ou peut-être, je sais pas, un mec qui pourrait le suppléer en attaque un peu, genre. Juste un vrai 10, quoi. Moi, je pense qu'avec un vrai 10 derrière lui qui lui donne des bons ballons, il se régalerait, quoi. Ah ouais, parce que c'est un joueur fabuleux. Hein. Ah ouais, franchement. Ouais. C'est vrai qu'on voit la différence. C'est vrai quand on voit Benedetto, qu'on voit Germain, sans les insulter, hein. Mais c'est là où on voit la différence entre un bon joueur et un top buteur, en fait. Et c'est pas un top player, hein. C'est pas Cristiano Ronaldo et tout. Mais c'est quand même un top joueur. C'est quand même un top buteur, en fait, qui est déjà techniquement, en termes de remise, de haut but, c'est très compliqué de le bouger. Il remise tout le temps propre. Il est techniquement sûr. Il s'est gardé le ballon. Il s'est gardé le ballon. Et là, dans le but que tu dis, justement, c'est lui qui fait d'abord la remise, hop, je donne, je repars. Et après, là, c'est lui qui s'amène, parce que quand il s'amène le ballon vers l'extérieur du but, en fait, c'est vraiment pour faire ça, quoi. Donc, en gros, il avait déjà analysé tout avant même l'action. Donc ça, quand même, c'est un vrai geste de tueur et de buteur, et c'est ce qui manquait à l'OM. Et je pense que Sampaoli, il pourra remercier les dieux pour avoir Milic jusqu'à la fin de la saison, parce que je pense qu'il va quand même apporter pas mal de points. Et juste pour clôturer ce match, parce que je pense qu'après on aura fini. Je voulais saluer la prestation de Brest, tout en disant que malheureusement ils ont perdu.
mais il faut quand même s'en rendre compte que c'était un peu sur une erreur de Jean Lucas que le deuxième but arrive. Qui fait un match exceptionnel en plus, c'est ça le pire, c'est qu'il fait un super grand match, et il veut dégager, il rate son dégagement en jonglant, et tu vois qu'il est carbo parce qu'il se relève pas tout de suite, et c'est triste comme fin, surtout qu'il fait vraiment un très bon match, mais voilà, bah c'est comme ça, c'est les aléas, et je pense que totalement, Brest, je pense qu'ils sont sortis du Vélodrome avec. Après pour lui ça sera et je pense pour que lui, ça sera une phase d'apprentissage aussi. Hein. Il est encore très jeune, il découvre la Ligue 1. C'est un super joueur. Mais je pense que Sampaoli, justement, pour en revenir à lui et pour terminer, qui est-ce qui rentre et qui fait la différence? Cuisance, Luis Enrique, Benedetto aussi, parce que je crois qu'il est aussi sur l'avant-dernière passe à Rennes. Enfin bref, voilà. Je pense que là, il est vraiment en train de prendre le groupe, de vraiment prendre conscience de son groupe. Son groupe est en train de lui rendre, parce que justement, il y a Kawi aussi qui joue maintenant un peu plus. Donc, je pense qu'il est en train de donner de la confiance à son groupe, et aussi son groupe le rend bien parce que ses entrants lui le font la différence, quoi. Clairement, ses entrants font la diff. Donc, effectivement, pour l'instant, les planètes sont alignées. On va voir à la première tempête. Ce qui est marrant, c'est que lui, il le dit aussi. Il dit, on va voir quand ça va mal se passer, si le groupe est vraiment uni. Donc, le mec est un peu dans l'anticipation et tout. Donc, moi, je reste sur ma décision. Ce que je vous ai dit dans les précédents podcasts. Je pense qu'il se dit que c'est une grande chance pour lui de briller encore une fois en Europe. Et je pense qu'il va pas laisser passer l'occasion. Bah ouais. Je pense qu'on a fait le tour de ce Marseille-Brest. Avant de lâcher les deux fauves pour Nîmes-Montpellier, je vais laisser la parole à Maxime, qui lui sera objectif pour me parler de ce match-là. Qu'est-ce qu'on a parlé plus global Qu'est-ce qu'on a pensé, plus globalement de ce match? Est-ce que tu as pris du plaisir devant ta télé? Oui, mais comme l'a dit Leandro et Doumam en intro, c'est vrai que c'était un match de l'extérieur qui était plaisant et qui, oui, contrastait avec le match aller qui était fermé comme pas possible. Et je te rappelle qu'on peut dire que je t'ai emmené au stade pour le match aller. Oui, c'était le premier match à la Mousson, donc bon, c'était pas la meilleure. Je t'ai envoyé du rêve. C'était un super accueil. Non, mais sinon le match d'hier était très plaisant. Le match nul pour moi logique, même si Nîmes a quand même manqué de réussite, notamment en première période où il y a Alacouche qui touche le poteau juste avant la pause. 30 secondes après, c'est Hilton qui dégage sur sa ligne, c'est une frappe de Ferrat, il me semble. De Ferrat, ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que Nîmes a manqué de réussite, mais après, comme a dit Doumam, peut peut-être s'estimer heureux. Le hors-jeu de Delors, il y est, oui, il est en avance de 5 cm. Est-ce qu'il tire vraiment avantage de sa position? Pas sûr. C'est dommage, ça nous annule, comme on l'a dit, une célébration qui était quand même... excellente. Dieu merci, ça l'annule. Dieu merci. Oui, comme tu l'as dit. Et puis c'est vrai qu'après Nîmes aurait pu peut-être douter après ce but encaissé, pas du tout. Encore une fois, l'action est très belle. Hein. Tu as beaucoup critiqué Fomba à raison parfois, Leandro, mais ça passe qui lance. Depuis l'arrivée de Pascal Plan, qui est incroyable. Mais totalement. Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Et le centre de Ferrat après, c'est pareil, c'est millimétré, pardon. Koné qui est pas beaucoup en réussite ces dernières semaines, qu'il arrive à marquer, donc c'est bien pour lui. C'est son premier but en tant que titulaire, Koné. Ouais, c'est ça. Et puis après Montpellier et surtout Delors qui arrive à se relever, parce qu'après avoir un but comme ça annulé, la célébration, tout le chambrage, se remettre psychologiquement dans le match, c'est fort ce qu'il a fait. Il met un coup de casque qui vient apporter un point à Montpellier et qui vient encore préserver peut-être les espoirs pour aller décrocher une place européenne. Et c'est vrai que c'est un match nul qui pour moi est mérité, mais les deux équipes peuvent nourrir des regrets parce que chacune d'entre elles a eu les opportunités pour l'emporter. Donc au final, peut-être que sans doute que ce match nul est logique. Alors moi, d'un point de vue du stade, et c'est un peu ce qu'ont les deux coachs, vu que j'ai fait les conférences de presse, c'est que Montpellier est monté en puissance au fil du match, mais au tout début de match, Montpellier, on n'aurait clairement pas dit que les joueurs étaient en mentalité derby. Au début, ils se font bouffer. Doumam, on en a parlé aussi tous les deux, mais je trouve qu'au début de match, c'était affligeant la différence de mentalité, d'envie entre Montpelliérains et Nîmois, et je pense que c'est aussi ce qui a aidé Nîmes à bien rentrer dans le match. Toi, je pense que Leandro, c'est aussi dit pareil, je crois, que le début
de match, Nîmes veut marcher sur Montpellier, clairement. Bah, moi, je te trouve un peu dur avec Montpellier sur le début de match, puisque malgré tout, je trouve je trouve ça un peu dur. Certes, on a très très bien entamé. Si Ferrat il marque ce but à la 46e seconde, je pense que le match n'a peut-être pas le même visage. Mais je trouve que Montpellier a bien joué. Enfin, c'était ce que je m'attendais. Je m'attendais à un Savanier qui allait pas forcément être le plus présent. Ça s'est confirmé. Un Ferry qui n'était là que pour la bagarre, j'avais l'impression. Je me demande comment ce mec n'a pas eu un jaune. Bref. Bref. Non. T'es dur. Là, l'endroit où tu commences à pas être objectif. Non, franchement, Ferry hier, il fait 8 fautes, il a 0 jaune. En 8 fautes, t'es obligé au moins d'avoir un jaune. Et va pas me dire qu'il a pas fait des fautes graves. Il y a eu certaines fautes où c'était totalement pas pour aller chercher le ballon. Je pense notamment à celle qu'il a fait sur Ferrat en plein milieu du terrain, là, vers la 40e, où pour moi, c'est un jaune, c'est les yeux fermés. Et il en avait déjà fait 5 derrière. Donc bon. Bref, mais on va pas parler de ça, parce qu'au final, je trouvais que malgré tout, Mokhtari a très bien arbitré le match. Pour parler plus globalement du match, je pense que Nîmes a très bien joué. Le match nul, pour moi, c'est un peu comme une victoire, dans le sens où, comme j'ai déjà dit, on fait perdre 2 points à Montpellier. On joue surtout avec pas mal d'absences. Ueda qui au final à qui on a beaucoup trash talk, etc. Belle surprise. Très très belle surprise. Très beau jeu de passe, très belle vision. Ouais, autant dans les duels et tout, c'était un peu. Pourtant, Pascal Planck nous disait que c'était un peu sa force. Personnellement, j'ai pas trouvé, mais. Et alors, balle au pied, attention. Ah ouais, balle au pied, il a vraiment une belle vision de jeu. Et puis, tu vois, j'étais pas le plus convaincu avant le match, parce que je me disais, oh non, on va jouer avec Ueda et tout. Et au final, il fait un très bon match. Lamine Fomba, comme il a dit Max, j'étais l'un des premiers à le critiquer, et encore jusqu'au moment où il était sous Zarpinon, je le trouvais moyen, même si à partir de décembre il a commencé à monter en gamme, transformé avec Pascal Planck. Mais là, avec Pascal Planck, c'est vraiment un milieu. Moi, il était infatigable. Il était de partout. Il allait de l'avant, il revenait en arrière, il défendait, machin. Enfin, vraiment, je pense que l'idée du fait que ce soit le transfert le plus cher de l'histoire du Nîmes Olympique, ça y est, c'est passé. Il a plus ça en tête. Je pense qu'aujourd'hui, il est libéré comme joueur et il joue très bien. Et puis, plus globalement sur le match, c'était un nul qui était mérité dans le sens où je pense que les deux équipes, et un peu pour contredire Max, je pense que Montpellier aussi a eu énormément d'occasions qu'ils ont pas concrétisées. Je pense notamment à la frappe de Delors là qui finit, enfin la frappe qui sort de son lob là, elle sort de n'importe, elle sort de n'importe où, et enfin on a vraiment une chance de fou. Après derrière nous on a presque pareil avec l'action de Lucado. Donc non, c'était vraiment un match très équilibré. Le nul, je pense qu'au final il arrange les deux équipes parce qu'aucune des deux ne voulait perdre, ça c'est sûr. Et non, et puis c'était un match où j'étais content de ce qu'on a proposé. Et comme je l'ai dit déjà, pour moi, je pense que le maintien, on va l'avoir. Et hier, malgré le match nul, c'était trop plaisant. Franchement, c'était plaisant de voir une. Attends, le maintien ou les barrages? Non, le maintien, les barrages. Pour moi, l'équipe qui va en barrage, en général, c'est quand même 75% acquis pour le maintien. Attends, Maxime va déverrouiller son micro là dans quelques secondes. Non, mais tu vois, mais parce qu'ils sont pas avantagés en Ligue 2. À mon sens, ils sont pas avantagés en Ligue 2 dans ces barrages. Mais non, je pense qu'on va se maintenir. Il y a vraiment des chances qu'on se maintienne. Enfin là, la Nantes, ils ont fait un gros coup, donc je pense qu'au prochain match, ils vont perdre parce qu'il y aura la retombée de l'euphorie de cette victoire à Paris. Et c'est là où il va falloir qu'on joue et qu'on arrive à gagner des points. Sache que je rêve un peu secrètement d'un barrage Nîmes-Clermont pour pouvoir vous lâcher dans un podcast, où il y aura tout sauf de l'objectivité. Non, moi je veux pas. Ça n'arrivera pas. J'aime trop mes frères clermontois. Attends. Ah oui, parce qu'il faut raconter que Maxime, on a parlé en intro que quand il était pas là, ça portait la poisse, et je tiens à dire qu'il a aussi eu un moment de karma sur Twitter après la victoire de Clermont. 5-0, non, c'est ça? Où t'as dit rien ne peut les arrêter. Mais c'est ça, en fait, Clermont éclate Guingamp 5-0. Donc là, je m'empresse de tweeter que vraiment, rien ne peut les arrêter. Même Fred Bompard, le coach de Guingamp, dit c'est une équipe de Ligue 1. Sur le chemin du retour. 18 cas de Covid. Des joueurs commencent à avoir de la fièvre. Et là, on est à 15 joueurs qui ont le Covid. Mais non, 29 au total dans l'effectif. Avec le staff, l'administratif, 29 cas.
Wow. Donc, c'est pas drôle, mais c'est le gros coup de karma. 2 heures après son tweet, il peut rien leur arriver, rien ne va les arrêter. Bah, malheureusement, je pense que le groupe, est plus fort que ça. Il y a une telle maîtrise que Clermont décrochera son accession en Ligue 1 et il y aura pas de barrage parce que Clermont finira 2e ou même 1er. Donc comme ça, on sera tranquille. Oh l'annonce. Non, mais voilà, pour finir, c'était un bon match. Je pense que tous les amateurs de foot, ils étaient contents d'avoir un match comme ça à 13h. Parce que d'habitude, c'est le match. Ouais, il y avait de l'engagement. Il y avait de l'engagement, mais pas trop. Enfin, c'est pas tombé dans de la parodie de football. T'as eu des actions, t'as eu des beaux gestes. Delors, tu l'as dit, Lucado, Ferrat aussi par ses dribbles. Enfin, voilà, c'était un bon match de Ligue 1 quand même. Non, tu vois, généralement, le match de 13h, c'est le match où tu ronfles après le repas. Et au final, là, t'avais même pas le temps de ronfler, tu ronflais à 15h sur les autres matchs, quoi. Mais, attends, toi, t'as parlé un peu de Nîmes, on va voir l'avis du Montpellier Doumam. Toi, est-ce que déjà c'est un bon point pour toi? Je suis mitigé parce que, déjà, au match aller, on a perdu, non? À domicile. Donc là, au final, tu prends qu'un point. En plus de ça, pour moi, Delors, vu son match, il méritait le doublé et, tu vois, et le fait de faire gagner son club, quoi, de faire gagner son équipe. Parce que, pour moi, ça a été le meilleur Montpellierin hier. Bah, le meilleur joueur, quasi, hein, Voilà, quasiment le meilleur joueur. Avec Fomba, comme l'a dit Leandro. Avec Fomba, Ferrat. Voilà, donc bon, c'était vraiment des joueurs, voilà, tu le vois, quoi, ça se voit, en fait, direct. Donc, je pense qu'il aurait mérité de donner la victoire à son équipe. Après, non, mais c'était vraiment un match très plaisant. Franchement, je me demande même si ça n'a pas été un des meilleurs matchs du week-end, même s'il n'y a eu qu'un partout. Beaucoup d'occasions, le poteau, des arrêts d'Omlin, d'entrée, effectivement, les Nîmois sont bien rentrés dans le match. Et les arrêts de René aussi, effectivement. Les arrêts de René, beaucoup d'arrêts de René aussi. Non, mais c'était vraiment un beau match. Franchement, beaucoup d'engagement. Bien aussi, j'ai aimé aussi certaines prises de risque, au bout d'un moment, tactiquement, de la part de Der Zakarian, qui a fait rentrer mon petit chouchou Wai, qui a fait une bonne rentrée, je trouve, pour essayer justement de débloquer la situation. Laborde un peu en dessous, bizarrement. D'habitude, qui lui fait de super matchs. Là, je le sens un peu moins bien dans ses choix. Mais voilà, Delors, ce que j'aime en fait avec Andy Delors, c'est que quand il parle, à la fin, il fait. Et là, on l'a vu. Donc, franchement, il revenait en plus. Il revenait de blessure. Donc, faire un gros match comme ça quand on revient de blessure, c'est que le mec, mentalement, effectivement, il est vraiment au-dessus. Avec son but refusé, pour moi, il y a but. Mais voilà, toujours la même chose, la VAR qui va tuer le football. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et non, pour moi, il est aligné. Normalement, enfin bref. Après, ça, c'est un débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, un beau match, de l'engagement, de l'intensité, des coups, mais ça a pas râlé ça a pas trop râlé. J'ai été vraiment surpris par Nîmes. Je trouve qu'effectivement, depuis que Planck est là, c'est rien à voir. C'est plus du tout la même équipe. Ça joue bien, ça combine bien. Ils ont vraiment embêté Montpellier. Montpellier, bon, c'est pas non plus n'importe quelle équipe. Dans la profondeur, il faisait mal. Ferrat a fait un super match. Je trouve que sa passe décisive, bon, c'est comme un but. Il y a plus qu'à la pousser après derrière. C'est bien suivi. Mais ouais, je suis assez surpris par le Nîmes Olympique. Mais voilà. Entre le match nul à Lorient, entre ce match nul-là, Talence et Metz qui font match nul. Donc, c'était le moment, justement, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent jamais, en fait, à faire, tu sais, cette victoire déclic qui va te faire passer, hop, vers la 5e place, tu vois. Et à chaque fois que je regarde le classement, je vois que la 5e place, elle est juste au-dessus. Je me dis, bon, ben voilà, ils vont faire ce qu'il faut. Et ils le font pas. Et ils loupent à chaque fois le coche. Et moi, j'ai peur que, là, c'est bientôt la 30e journée. Il faut gagner des points, quoi. Et donc là, c'est vrai que c'était un beau match. Mais voilà, la barre de Delors, le hors-jeu, le but égalisateur, c'est bien, ça prouve qu'ils ont du caractère, mais au final, ça fait qu'un point, quoi. Alors, bon, l'affront, est-ce qu'il a été levé? Je sais pas. Il aurait fallu gagner. C'est dommage. Andy trop seul devant aussi, je trouve. Il y a que lui qui se procure de vraies occasions. Mais voilà, bravo à Nîmes aussi. J'espère qu'ils vont pouvoir se maintenir et que Ferrat sera à Montpellier l'année prochaine.
Ouais, non, je pense que tu peux pas dire que l'honneur a été sauvé quand même. Tu perds le match aller à la Mosson, tu fais le match nul là, tu prends un point sur 6. Je pense pas que les joueurs montpelliérains se contentent de ça. Hein. Mais ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Delors à la fin. Derzac nous a dit en conférence de voilà. presse qu'en gros ils avaient rempli leur contrat comparé au match aller. Voilà. Mais non, en tant que compétiteur, voilà. Ah oui, faut gagner. Bah, tu gagnes pas le match. Moi, tu ne gagnes pas. Je voulais poser une question à Doumam juste rapidement pour en finir parce que sinon on reste trop longtemps. Mais tu vois, genre, je vois de plus en plus des messages. Enfin, c'est souvent assez. Soit les gens ils disent que Delors il va rester, etc. Soit il y en a plein qui disent qu'il va partir. Mais moi, je me demande ce que serait le MHSC sans Delors. Tu vois, par exemple cette année. Le nombre de points qu'il vous a donné, le nombre, regarde, tout ce qu'il donne. Quand il était absent, tu vois. Non, mais oui, mais c'est ça le truc. Et c'est que si l'année prochaine Delors part, Laborde, bon, on le sait, c'est déjà fait à 90% qu'il se barre, mais qui c'est que vous allez avoir, enfin, qui c'est qui pourrait, à tes yeux, venir le remplacer, et comment tu verrais la saison de, enfin, là, vous arrivez pas à passer le cap avec Delors, Savanier, le milieu et l'attaque de Montpellier, on en a parlé plein de fois, c'est incroyable. Non, mais comment vous ferez l'an prochain, tu vois, pour atteindre ces rêves d'Europe que vous voulez tant. Comment tu penses que le MHSC pourra faire? Bah ouais, je sais pas du tout. On est d'accord, hein. C'est flou, hein. Franchement, c'est très compliqué pour moi. Honnêtement, Andy Delors, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Là, il y a une déclaration il y a pas longtemps du président qui dit qu'il va en faire un capitaine, le futur capitaine de la Payette, parce que Hilton, on sait que ce sera sa dernière année. Donc non, là, il faut tout faire pour le prolonger, espérer qu'il n'y a pas une grosse offre qui arrive. Tu peux perdre Laborde et le remplacer par Ferrat, par exemple, mais il faut surtout pas perdre Delors, quoi. Delors est beaucoup trop important pour l'équipe, et je pense que oui, un joueur comme ça. C'est compliqué, c'est lui qui insuffle l'énergie à l'équipe en fait, donc c'est très compliqué de pas avoir un joueur comme ça qui est décisif. Là, il a 10 buts, 4 passes D cette année, quoi. Enfin, je veux dire, mais tu porte l'équipe. Ben ouais, alors que l'année dernière, c'était les deux. On va dire que l'année dernière, il y avait vraiment Laborde et Delors qui étaient décisifs les deux et qui nous apportaient des buts et des passes décisives. Là, cette année, c'est clairement Andy qui passe un cap en fait. Et Laborde, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, on verra dans les derniers matchs ce que ça va donner. Peut-être qu'effectivement, il a peut-être la tête ailleurs, c'est vrai. Mais Delors, je sais pas. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il va partir. Mais tu vois, moi, c'est la question que je me pose parce qu'on sait très, enfin, je pense que Delors, lui, sa famille et tout, machin, le Sud, etc. Mais un mec comme ça, tu vois, à son âge, est-ce qu'il aura d'autres opportunités, je sais pas, moi, un gros club européen, moi, tu vois, genre en Espagne, en Angleterre, en Italie. Je le verrais pas forcément rester en France parce que je pense que ça serait pas ouf. Je pense qu'il pourrait clairement aller voir ailleurs, mais du coup, ouais, genre, je me demande vraiment comment vous ferez si vous perdez Delors. Mais voilà, c'était la question que je me posais. Ben moi non plus, tu vois. Là, par exemple, Doumam Karouti, il est bien embêté, tu vois. Parce que clairement, si on perd Delors, qui en plus regarde, le truc c'est que en Ligue 1, par exemple, t'as pas un attaquant comme ça de ce profil-là. Moi, il me fait beaucoup penser à Gignac dans son attitude, dans sa façon de faire et de cette grinta qu'il peut avoir et ce coup de pied incroyable, cette spontanéité comme sur cette frappe sur la barre là. Voilà, il y a que lui qui peut faire ça ou les attaquants comme Gignac un peu. Mais voilà quoi, sinon non. Et regarde, depuis que Gignac est parti de l'OM, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à le remplacer aussi quoi. Donc non, perdre un joueur comme ça serait un très gros coup dur pour le club. Après, de ce que j'entends, Nicolas veut absolument le prolonger, le garder, limite qu'il finisse sa carrière là-bas. Donc pour l'instant, voilà. Moi, j'ai du mal il a à ouvert la partir, porte. hein. Ouais, il a ouvert la porte à d'autres, mais pas à lui, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, après, tu vois, toi tu me parles souvent de Ferrat et tout, si tu veux, genre on a le futur de l'Algérie. On a le futur de l'Algérie, Karim Haribi, qui pourrait très bien convenir au MHSC. Et qui vraiment, genre, on peut vous faire une affaire. On peut limite le donner et le ramener jusqu'à la Mousson. C'est comme vous voulez. Non, je pense que Doumam est pas intéressé. Voilà, Leandro, tu vois, t'as tout gâché. Il y avait un bon débat et t'es obligé de sortir toujours cette petite vanne sur un Nîmois. Non, mais on fera le débat. Je pense qu'on pourrait faire carrément une vidéo un jour sur un débat par rapport à des joueurs comme Delors, Gignac, tout ça. On va passer vite fait du coup au match de Monaco-Lille. Alors, je suis désolé, on va pas trop pouvoir parler de Rennes.
Si, vas-y Maxime, juste dis-moi ton avis sur Bruno Genesio en quelques mots. Bah, je trouve ça dommage pour le Stade Rennais qui avait un projet ambitieux, qui a dépensé quand même pas mal, de passer d'un mec comme Julien Stéphan qui était quand même un bon coach et de prendre quelqu'un comme Bruno Genesio qui, avec du très bon matériel à Lyon, avec des Ferland Mendy, des Ndombele, Tolisso, des Fekir, des Tolisso, bref, tutti quanti, n'a jamais réussi quand même à faire franchir un cap à cette équipe de l'Olympique Lyonnais et qui se reposait souvent sur des exploits individuels. Là, hier, première victoire, c'était contre Strasbourg. C'est pareil, on va pas juger au bout de 2 matchs, on va quand même lui laisser du temps, mais non, pas vraiment convaincu par ce choix. Voilà, tout simplement. Merci. Un peu déçu de la part du Stade Rennais qui a pas été très... De Florian Maurice surtout. Ouais, qui a pas beaucoup d'idées en fait, qui depuis qu'il est à Rennes, il se recycle pas mal quoi. Des mecs comme d'Albert, on les avait déjà vus en Ligue 1, Terrier, voilà, on le connaît. C'est pas fou quoi. Donc un peu déçu, mais on va voir. On attendra un peu plus avant de juger ou d'être encore plus virulent sur Bruno Genesio. Écoute, on va passer vite fait à Monaco-Lille parce que de toute façon, selon Leandro, il n'y a pas grand-chose à dire. Selon toi, il y a quand même eu quelques périodes intéressantes. Je te laisse la parole avant de laisser Leandro cracher son venin sur ces belles rencontres de Ligue. Oui, mais d'un œil extérieur, je peux comprendre que on se dit, ok, Lille premier joue contre Monaco, 4e. Monaco qui est l'équipe une des plus spectaculaires d'Europe en termes de buts inscrits et de buts encaissés. Donc on se dit, on va avoir des buts. Sauf que on a aussi affaire à 2 coachs qui, Galtier était suspendu, mais avec Niko Kovac, sont 2 très bons techniciens et on peut regarder ce match par le prisme de la tactique, voir comment les blocs ont évolué. Et là, c'était intéressant. Certes, du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, ça c'est vrai. La première période était quand même de haut niveau, notamment techniquement, avec très peu de déchets. En côté monégasque, Aurélien Tchouaméni a vraiment été excellent. Récupération avec Fofana, ils ont gratté beaucoup de ballons. Techniquement, Tchouaméni c'est toujours très propre. Mais en seconde période, par contre, là, je rejoins un peu plus Leandro dans la mesure où je parlais de pas de déchets techniques en première période. Par contre, en deuxième, il y en a eu. Le rythme est un peu retombé. Voilà, Monaco a eu les micro-occasions de la seconde période, c'est des frayeurs lillois, c'est un dégagement raté d'Ikoné qui frôle le poteau, une sortie manquée de Maignan sur corner. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et Lille qui a quand même eu un peu de chance parce qu'à la fin, il y a une grosse opportunité monégasque, il y a une ouverture de Sidibé sur Jovetic qui contrôle et enchaîne avec une frappe croisée que Maignan sort vraiment très très bien. Donc Lille peut remercier son gardien. Magnifique arrêt de Maignan, magnifique arrêt. Maignan, on en parle pas beaucoup, mais à la Neuer, le même genre de au pied, ouais, comme ça, ouais. Incroyable. Mais Maignan, c'est vraiment, on en parle pas beaucoup, mais c'est aussi grâce à lui que Lille détient la meilleure défense de Ligue 1, 17 buts encaissés en 29 journées. C'est rien. Puis il est devenu constant. Il est devenu constant. C'est ça. Avant, c'était ce qui lui manquait peut-être un peu. Mike Maignan, c'est actuellement le numéro 1 en Europe en termes de clean sheet avec Ederson. C'est rien que là, il est trop fort. Et hier, il le prouve une fois de plus parce que vraiment l'arrêt là, enfin, c'était quoi? C'était à la avant-dernière minute. Oui, 91e. T'imagines si tu choques sur ce moment-là? Il est trop fort. Et c'est ça, tu parles de choke, mais c'est d'autant plus louable que justement il n'a pas grand chose à faire dans le match et que il faut être concentré un moment. Et tu vois, Julien, tu parlais de régularité, peut-être qu'avant il l'aurait pas été, là il l'était. Et vraiment, c'est un top gardien et je pense que notamment en équipe de France, on n'a pas tellement de soucis à se faire pour l'aprioris. Non. Et je pense un autre débat peut-être que Didier Deschamps n'aura pas, mais vu les performances actuelles de Mandanda, est-ce que dans le groupe, Maignan ne devrait pas être plutôt numéro 2, tu vois? Parce que c'est quelqu'un qui, au niveau de ses performances depuis quand même là plusieurs mois, est plus que rassurant. Et puis devant lui aussi, Fonte Botman, c'est très très fort. Donc sur ce match, Monaco aurait pour moi mérité de gagner parce que c'est eux qui ont eu les plus franches occasions. Lille a eu 2-3 frappes de Weah notamment en début de match, mais c'était rien de transcendant. Mais Lille peut quand même avec cette défense espérer
mieux qu'une simple qualification pour la Ligue des Champions, à savoir un titre, quoi, tout simplement. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais si Paris finit champion cette année, Lille, Lyon et Monaco, dans une moindre mesure, pourront quand même nourrir d'énormes regrets parce que Paris est plus que prenable. Et on a un peu l'impression que c'est la saison ou jamais, tu vois. Donc, non, mais c'est totalement vrai ce que tu viens de dire. Et puis je pense enfin, si Lille et Lyon ils finissent par, je redis le terme, choke en fin de saison et que Paris gagne le titre, mais ces mecs-là ils vont se dire quoi la saison prochaine, ils vont s'en mordre les dents. Ils vont jamais s'en remettre, je pense. Et c'est vrai que je vous rejoins grave. C'est vrai qu'effectivement c'est l'année ou jamais. Ça me rappelle un peu quand Montpellier a été champion de France justement avec sous l'ère Qatari. Il fallait que c'était soit cette année, soit après, c'était fini. Donc effectivement, Monaco, quand il y avait Mbappé avec Monaco, ils ont bien su saisir l'opportunité. On va voir maintenant cette année, mais par contre, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une course à 4 comme ça, presque pour le titre. C'est magnifique. C'est clair. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. De ce timide. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, t'as voulu dire un truc moi je voulais dire que comme il disait Max, tu vois, genre moi je l'ai peut-être pas vécu de la même manière parce que je suis très vieux foot, genre dans le sens où pour moi un bon match c'est quand il y a des buts, quand il y a des machins, mais je peux comprendre que sur le point de vue tactique, c'était un match, mais toi tu cherches le spectacle. C'est ça. Moi je cherche le spectacle, pas forcément la forme, mais non mais je peux comprendre le point de vue de Max et il a assez bien résumé quelque chose que j'avais pas forcément vu hier, donc je suis content. Bon parfait, il a bien fait son boulot. Et on va finir du coup par ce PSG Nantes. Je vais un peu prendre la parole du coup. Alors Paris, après son match nul 1-1 face au Barça qui était bien compliqué, n'avait pas trop le droit à l'erreur, ou plutôt avait une occasion en or de reprendre la tête de la Ligue 1 avec les matchs nuls de Lyon et de Lille. En plus au début de match, alors Doumam tu vas me contredire ou pas, mais début de match pourtant on se dit que le PSG est assez sérieux. On se dit que Paris, les 10-15 premières minutes, Paris fait plutôt le travail. Enfin, ils ont l'air plutôt en forme. Bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais les 10-15 premières minutes, on se dit, Nantes propose un plan de jeu plutôt intéressant avec ce 3-5-2, mais on se dit, Paris joue la tête à l'endroit, tout le monde est sérieux, etc. Ça devrait aller. Bien sûr. Jusqu'à l'ouverture du score. Non, avant, t'as quand même la dinguerie de Marquinhos. C'est peut-être là, moi, où je me suis dit. Ah oui, Marquinhos n'était pas dans son match. Je me suis dit, c'est bizarre. Il y a quand même des signes qui trompent pas. Et puis d'ailleurs, Nantes aurait dû hériter d'un penalty. On va pas se mentir. Ah oui. Toi, Leandro, t'as vu aussi cette action-là de l'erreur de Marquinhos face à Kolo Muani qui est incroyable. Et qui va dans la surface, et là Kimpembe met son corps en opposition sans s'occuper de Kolo Muani, le fait tomber. Alors Kolo Muani est déjà un peu en déséquilibre, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas le penalty, mais clairement Karim Abed aurait dû siffler. Pour moi il y avait penalty clair et net. Après en plus tu vois j'ai un avis très objectif puisque je m'en fous que ce soit Paris de Nantes. Mais là pour le coup pour moi il y avait clairement penalty puisqu'il n'y a aucune volonté d'aller vers le ballon. Enfin, pour moi, il y va vraiment que dans le but de gêner Kolo Muani et on le voit, il met sa main, il ouvre bien sa main, enfin, je sais pas, sa main, son bras plutôt. Après, alors, Leandro, je comprends pas, la VAR fait bien, je comprends pas. Mais attends. Comment ça? On a parlé d'Oumam au café du commerce, là. C'est pas super, mais attends, mais tu me dis la VAR en mode c'est moi le daron de la VAR, pour moi la VAR ça reste toujours un très bon truc. Cependant, si eux ils l'ont pas utilisé ou que ça a été mal interprété, après je sais pas, non mais moi pour moi il y a faute aussi, c'est ce que je disais, c'est ce que Kolo Muani dit, il dit justement à la mi-temps j'étais un peu en déséquilibré, donc du coup c'est peut-être pour ça tu vois qu'ils ont jugé que dans tous les cas les Parisiens ils disent qu'il y a penalty, c'est qu'à un moment donné mais ça je suis d'accord avec toi, mais je te dis juste c'est peut-être pour ça, je sais pas, malheureusement on n'a toujours pas les micros dans avec l'arbitre en France et dans le monde, donc on peut pas, c'est que des suppositions, tu vois. On est en train de monter une start-up là pour le faire ça. Non mais tu vois, même si le joueur en personne qui est un peu qui a la faute sur lui et qui est victime de la faute dit ça, c'est pour lui il allait tomber un minimum quoi, tu vois. Après bon, ça n'excuse rien, pour moi il y a 100 fois faute.
Paris s'en sort bien. Mais c'était un peu pour revenir sur ce côté où Paris semblait plutôt bien dans son match, mais au final, il y a quelques signes de fébrilité d'Oumam. Ensuite, on arrive au but de Paris qui est une superbe action quand même, faut quand même le souligner, un jeu à 4 avec Rafinha, Verratti, Mbappé, puis Draxler ou Di Maria entre-temps. Enfin bon, une superbe action. Mais après ce but-là, Paris recule, Paris essaye de gérer un match en reculant, et c'est finalement ce qui va leur coûter cher en deuxième mi-temps. Où c'est là qu'il faut quand même parler du contexte. On sent les Parisiens quand même en deuxième mi-temps totalement ailleurs. Est-ce que toi, Doumam, t'as ressenti ça aussi? Ouais, totalement ailleurs. Mais dès le début, ils sont vraiment pas dedans, quoi. Oui, dès le début, ils sont pas au top. Après, je sais pas pourquoi, mais voilà, avec Paris, en fait, on a souvent l'habitude de ça. Dès qu'ils savent que c'est bon, on va pouvoir gérer, on va pouvoir en mettre 2-3. Voilà. Enfin, en fait, le problème avec cette équipe et avec ce club, clairement, c'est que en gros, dès que tout le monde sait que Paris est au-dessus, le club le sait aussi, sauf qu'à un moment donné, les joueurs ils le savent aussi, et que le fait de venir et de toujours la Ligue 1, c'est dur la Ligue 1, c'est pas simple. C'est pas un championnat simple, c'est un championnat très physique, c'est un championnat technique, tactique. Bon, pas le plus technique comme la Liga ou la Première Ligue ou quoi que ce soit, mais la Ligue 1, c'est dur. Cavani, la dernière fois, disait « Ouais, mais la Ligue 1, les gens sous-estiment la Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est un championnat qui est très difficile. » Et là, on le voit, en fait. Dès qu'on sous-estime un peu... Puis Cavani, bien parlé pour parler technique, pardon. Non, mais pas technique, mais dans le sens où physiquement, c'était dur, il fallait se battre à chaque ballon pour récupérer les ballons et pour gagner les matchs. Et je sais pas pourquoi, Paris n'apprend pas de ses erreurs, comme on a pu le voir, par exemple, sur le match retour contre le Barça. En fait, il y a quelque chose mentalement dans le groupe, dans le club carrément, qui se dit que de toute façon maintenant ils sont au-dessus et que on n'a peut-être pas besoin de faire forcément tous les efforts. Et on peut être un peu en dilettante, comme un peu, je sais que tu vas m'en parler, forcément. L'égalisation, nantaise. Voilà, alors du coup, on revient toujours au contexte et au fait que Paris n'est pas dedans, et on apprendra après qu'il se passe des choses d'un point de vue extra-sportif, et c'est sûrement ça qui a un peu coûté un peu le match aux Parisiens. Enfin, pas que ça, mais c'est ce qui leur a fait perdre un peu les pédales. Il y a en gros sur le côté Leonardo qui discute avec Pochettino, et justement on se désintéresse un peu du match, même les producteurs de Canal se désintéressent un peu du match, et puis là Kylian Mbappé côté gauche décide alors de faire une remix plein axe complètement ratée. Kolo Muani intercepte, il élimine, mais il n'y a pas de mots pour comment il enrhume Marquinhos dans la surface avant de fusiller Navas à bout portant. C'est un sacré but quand même de Kolo Muani, un sacré match de sa part. Et du coup, Nantes égalise. Et là, on se dit, Mbappé sur l'engagement dit que c'est de sa faute. En gros, il va prendre le match en main. Et puis au final, c'est Nantes qui prend le match en main, parce que un quart d'heure plus tard, sur un ballon de Lafont, t'as les deux défenseurs centraux du PSG qui se font aspirer par un rebond. Kolo Muani part au duel avec Kimpembe et sert Moses Simon sur un plateau pour le deuxième but. Doua, on a un peu parlé hier soir tous les deux. Ce but-là, c'est un peu, et ce match-là, c'est un peu ce qui démontre un peu tous les défauts des Parisiens, notamment en défense centrale. C'est la gestion de la profondeur en contre-attaque, etc. C'est souvent que le PSG se fait surprendre. Ouais, c'est ça en fait. On voit que en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils retiennent pas leurs erreurs. On voit bien que c'est toujours les mêmes problèmes. Dès qu'on a des attaquants qui sont rapides, physiques et techniques, qui prennent la profondeur, de suite Paris est embêté en fait avec eux. Donc c'est tout le temps la même chose. Donc il faut que, mais voilà, c'est la dilettante. Moi je pense que même cette passe en retrait de Mbappé, c'est de la dilettante. En fait, il arrive, il fait son petit dribble, tac, c'est bon, je suis au-dessus, tranquille. Et après, hop, il lève la tête, mais il lève la tête pour lever la tête. Il lève la tête, mais il regarde pas. C'est comme quand on dit tu m'as écouté, enfin tu entends quelqu'un mais tu l'écoutes pas. Là c'est la même chose. Il a regardé sans regarder quoi en fait. Et il donne le ballon comme ça. Il voit du bleu, c'est sûr, mais bon, c'est vrai que c'est une erreur quoi. À son niveau, tu dois pas faire une erreur comme ça. Sachant que tu peux jouer plus simple en fait. Tu peux jouer même plus simple avec le défenseur central. C'est peut-être plus compliqué ce qu'il cherche à faire. Donc, mais voilà, jouer simple au PSG, c'est rarement le cas. Hein. Oui, mais jouer simple, c'est ce qui est le mieux en fait.
C'est ce qui est le plus compliqué aussi. Moi, j'ai pas envie de faire comme vous. Aussi, contrôle passe, c'est cool. voilà, Moi, c'est j'ai ça pas la envie de faire comme technique. vous. Donc, c'est pas les gris-gris, etc. Donc, oui, quand c'est efficace, quand c'est bien, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment pas d'à propos. Et par contre, ce qui est intéressant, ce que moi je remarque, ce qui est bien, c'est que quand on a des équipes qui vont chercher Paris, qui vont les presser haut, dans leur terrain, dans leur camp, eh ben ça leur pose des problèmes, quoi. Donc on l'a vu plusieurs fois. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait qu'ils ont beaucoup de mal à gérer la profondeur, énormément de mal. Kolo Muani, c'est vrai qu'il est grand, il est rapide, et en plus de ça, il est technique. Et ben à chaque fois, quand on avait ce genre de profil face à la défense du PSG, et toutes les défenses, que ce soit Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, tout le temps la même chose, et ben ils ont des difficultés. Donc ça veut bien dire que c'est bien symptomatique de quelque chose. Comme le match retour, béton, le bruit du ciment, on veut pas finir en terre. Donc c'est ça en fait, c'est encore un club jeune, je veux dire dans le sens où on a une nouvelle, quand il a pris une nouvelle dimension, c'était il y a à peine 10 ans. Donc il faut calculer ces 10 années-là et ça prend encore du temps. Donc pour l'instant, ils sont encore là-dedans, quoi. Et c'est vrai que je comprends pas cette suffisance qu'il peut y avoir. C'est un peu un manque des fois un manque de professionnalisme, un peu peut-être, sans pas qu'un peu. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est dans le sens où, non, quoi, normalement, ça doit pas arriver, quoi. Que Nantes, tu dois pas perdre le match. C'est impossible de perdre un match comme ça. À Lorient, tu dois pas perdre non plus. Donc, mais donc voilà, ça arrivait déjà pas mal de fois, sous les ordres de Mauricio Pochettino, quand même. C'est vrai que ça arrivait plusieurs fois. Après, bon, de là à dire que Pochettino, c'est un flop, moi, je n'irai pas quand même jusque-là. J'ai pas dit ça, j'ai juste que ça arrive. Non, mais. Juste que ça arrivait plusieurs fois. Et qu'au final, quand tu regardes les matchs du PSG cette saison, au final, l'anomalie, c'est peut-être le Barça PSG et c'est pas les autres matchs de la saison, quoi. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis. Je pense que là, ils ont été masterclass à un moment donné. Le problème, c'est la régularité. Dans le haut niveau, en fait, c'est de la régularité qu'on veut. C'est pas juste des coups d'éclat de temps en temps. Et pour l'instant, c'est ça le problème, en fait, qui fait que Paris n'est pas encore un grand d'Europe. Je pense, à mon avis. Après, faudra voir comment ça va se passer dans le futur. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même, c'est récurrent. Et il y a des entraîneurs qui changent et les problèmes sont toujours les mêmes. Donc, c'est pas les entraîneurs. Donc, c'est pas les, et c'est peut-être les joueurs, sans doute, mais peut-être les joueurs, ils sont gérés par un club. Donc, forcément, il faut remettre en question ça au niveau du club. Forcément. Moi, je pense que et ça va être problématique si on veut avoir des ambitions plus élevées. Moi, j'ai peur que le prochain quart de finale, tu tombes contre un City ou un Real Madrid, même malgré s'ils sont en difficulté, tu te fais sauter et après, tu fais quoi? Et après, tu perds le championnat. Saison noire, un peu. Et toi, Maxime, t'en as pensé quoi de ce match-là, d'un point de vue extérieur? J'imagine que fan de Monaco, t'étais plutôt content de cette défaite, mais qu'est-ce que t'as pensé justement de ce PSG-là? Est-ce que pour toi, ils sont vraiment sabotés avec cet incident, on va dire, hors terrain? Comment t'as jugé ça, toi? Pour ce qui est de ce qui s'est passé en dehors des terrains, du coup, du cambriolage chez Angel Di Maria et Marquinhos, selon RMC Sport, les joueurs ne l'ont appris qu'à la fin du match. Donc, je suis pas sûr. Après, t'as les deux versions, parce que t'as deux versions où, par exemple, voir Di Maria qui sort, tu vois, de la pelouse, qui va direct au vestiaire, qui va pas sur le banc, ça, les joueurs, même si ils ont pris le reste sur la fin du match, ils l'ont vu, ça. Je sais pas, quand t'es si quand tu es sur le terrain, vraiment, c'est des choses que tu observes, que ton coéquipier rentre au vestiaire. Je suis pas sûr. Donc, peut-être que, oui, s'ils ont été au courant, peut-être que oui, ça a joué. Pas sûr qu'on puisse non plus avancer ça comme principal argument, parce que peut-être que ce match, en étant le Paris Saint-Germain, en jouant contre le 19e, le match, tu dois peut-être le plier à la mi-temps. Ah oui, mais c'est pas une excuse, hein. Attention, je veux pas que ça soit une excuse, mais c'est juste, est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce qu'on peut expliquer un peu leur deuxième mi-temps complètement raté avec ça, ou est-ce que de toute façon ils auraient dû plier le match avant? L'expliquer, non. Comme a dit Doumam, c'est de la suffisance. C'est peut-être qu'on met de ces joueurs dans un confort et sur un piédestal et qu'on n'ose pas peut-être les bousculer quand il le faut. Mais là, c'est sûr que cette saison, le Paris Saint-Germain laisse des points, mais alors là où
personne n'y aurait pensé, quoi. Non, mais Maxime, il a tout dit. Franchement, c'est exactement ça. Déjà, à l'époque de Zlatan aussi, Zlatan, il venait et c'était le roi. En fait, les joueurs, c'est les rois à Paris. On le sait que c'est les rois, c'est les grandes stars. Ça a toujours été ça. La Tour Eiffel. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est la politique des Qataris qui dit ça. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. C'est bien de mettre le joueur au centre de tout, mais pas de tout avec un grand T. En fait, il faut aussi des fois les remettre face à la responsabilité. Et c'est ça la différence entre les grands clubs. Faire comprendre que il y a le club qui est au-dessus et après le reste. Tu peux être un grand joueur, mais le club sera toujours au-dessus. Et ça, le problème avec Paris, c'est que c'est très friable. Ça se voit que c'est tangible, on va dire. On leur dit tout aux joueurs, on leur dit oui à tout. Et donc ça, c'est un problème. Kylian, là, en ce moment, il est en position de force, il veut prolonger ou il peut pas prolonger, il se fait désirer, nanana, il a mis un triplé contre le Barça. Donc forcément, y a un peu de suffisance. Et là, ça se voit. Donc moi, je l'aime d'un amour, voilà. Mais ça, c'est pas des prestations qui vont plaider en sa faveur. Ça, c'est sûr. Et surtout quand il fait ce genre de choses. Mais il n'y a pas que lui. Paredes, je l'ai trouvé catastrophique. Depuis le Barça, il est pas bon du tout. Lui, en fait, depuis qu'ils ont fait le match là-bas, on dirait qu'ils se sont dit, voilà. On a montré à tout le monde qu'on était des patrons, mais ça y est, en fait, faut passer à autre chose. Eux, ils sont encore au Camp Nou, je pense. Je pense qu'ils sont encore là-bas. Il y a aussi le fait que, Mauricio Pochettino, là, il fait tourner. Je pense qu'il a raison de faire tourner, sachant que tu as une grosse semaine qui t'attend avec Lille et Lyon. Sauf que en faisant tourner, tu te retrouves avec des mecs titulaires qui, simplement n'ont pas le niveau pour évoluer au Paris Saint-Germain et qui sont des erreurs de casting que tu as fait au mercato précédent. Enfin, c'est pas normal que des mecs comme Kerrer soient au Paris Saint-Germain. Dagba, c'est pareil. Les mecs, je sais pas, ils ont tout simplement pas le niveau pour moi et je comprends pas que des mecs comme ça soient encore au PSG. Tu vois, Dagba, c'est un Titi, ok, formé au club. C'est un Titi. Il est arrivé de Boulogne. Ouais. Oui, voilà. Mais tu gardes un mec comme ça et tu fais partir d'autres comme Diaby, comme Nkunku qui aujourd'hui s'éclate en Bundesliga. Il y a des incohérences, mais c'est vrai que même avec cette équipe bis, on va dire, tu dois quand même t'imposer contre Nantes. Après, chapeau à Nantes, parce que comme a dit Doumam, quand tu vas chercher le PSG, cette saison, tu te rends compte que tu peux faire quelque chose. Et là, ils vont chercher 3 points dans une rencontre qui est, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas, tout simplement. Donc, de bon augure pour la suite et la lutte pour le maintien, qui elle aussi va se jouer à 4, parce que Lorient, Nantes, Nîmes, pas à 4 parce que Dijon c'est cramé à mon avis, mais là, devant comme derrière, ça va être passionnant jusqu'à la fin de saison. Comme pour l'Europe aussi, ça va être la folie jusqu'à la fin de la saison, à mon avis. Non, mais ça va être beau. Vas-y. Ce qu'on disait aussi, même il y a dans les premiers podcasts, c'est que cette année Paris fait même pas peur. Les années précédentes, quand les mecs allaient au parc, ils craignaient de prendre une rouste, et puis au final, cette année, c'est même pas ça, quoi. Au final, cette année, les gens viennent. Tu vois Randal Colomwani, pardon, je vais pas y arriver, qui dit on est là pour prendre des points, etc. En fait, plus personne n'a peur du PSG, en tout cas cette saison, quoi. C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, hein. Et quand on voit que Paris a 4 défaites, depuis le début de la saison au parc, c'est anormal. Ce niveau. C'est anormal. Et c'est quoi, c'est 7 défaites cette année? 7 défaites en Ligue 1, donc 4 à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 7 défaites, c'est trop. C'est beaucoup trop. Non, mais après, voilà, moi je pense que c'est un problème au niveau du management de club et pas juste, on peut pas, parce que moi je vois sur les réseaux, ça commence là déjà, Pochettino flop. Non. Regarde, c'est très simple. Quand on voit ce que fait Tourelle depuis qu'il est parti et qu'il est à Chelsea, on voit bien que Tourelle, peut-être qu'il n'avait pas toutes les cartes en main à Paris. Je pense. Parce que depuis qu'il est parti, on voit ce qu'il donne, on voit ce qu'il fait avec Chelsea. Il a complètement transfiguré cette équipe. Et maintenant, ils sont quasiment à la lutte pour la Ligue des Champions, alors qu'ils étaient même pas dans la course pour l'Europa League quand il est arrivé. Donc, ça veut bien dire que c'est pas que le coach. C'est les joueurs, certes, mais les joueurs sont gérés par le club. Et donc, c'est le club qui doit se remettre en question sur ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes.
il y a le Covid, il y a eu des blessés, on n'a pas Neymar. Et c'est vrai que moi, voilà, c'est pour ça que ça me fait rire certains débats. Je pense qu'il y a certains matchs où Paris a toujours été comme ça. Paris a toujours été comme ça. Mais Neymar les a sauvés plus d'une fois, toi-même tu sais Julien, et donc c'est pour ça que c'est pour ça que on le voyait pas. Les fameux Paris jouent mieux sans Neymar, on a du mal à les entendre ces derniers temps. Moi j'ai toujours eu du mal à les entendre. Mais je pense qu'on peut finir c'est pas sur ça. Hein, cette analyse du match sur ça, c'est que Paris peine en ce moment. Avant c'était Ibra qui débloquait les rencontres. Pendant un moment c'était Neymar. Quand il est pas là, Mbappé peut pas faire du Neymar, ou on peut renverser tout un match à lui tout seul. C'est ça, exactement. Et tu as dit pareil pour Ibra. Ibra, quand il était pas là, à un moment donné, Paris n'y arrivait pas, et voilà, quand il revenait, c'était ça. C'est ça. Donc la même chose, pareil. Voilà, écoute, je pense qu'on a fini d'analyser cette 29e journée. On va passer comme d'habitude à l'équipe type. Alors Leandro, je suis honnête avec toi, il n'y a pas de ni moi. Ueda n'était pas loin. Certes, mais il n'y a pas de ni moi. Pas de souci, moi j'aurais mis la mine, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais il y a eu des gros matchs, on va revenir ensemble là-dessus. Il y a donc du coup dans les cages Rajkovic, je pense qu'il y a même pas eu de débat sur cette place dans l'équipe type. Latéral droit. Match, il est impressionnant quand même. Ouais, il retrouve sa force de l'année dernière, c'est incroyable. Franchement. Je sais même pas comment ça se fait que ce gardien-là, par exemple, il est encore à Reims. Moi, j'hallucine. Mais bon. Après, il a fait qu'une saison, tant mieux pour la Ligue 1. Hein. Du coup, à droite, on retrouve Thomas Delaine. Voilà, Maxime pourrait dire du bien de lui pendant longtemps. Lui qui l'a vu éclore en Ligue 2, etc. C'est quand même cette année, c'est l'une des belles satisfactions du côté de Metz. Non, c'est vrai que Delaine, c'est un très bon joueur qui s'est révélé en Ligue 2. Puis son parcours, il est atypique. Ce mec, il est passé de jardinier paysagiste, il me semble, au FC Metz après en Ligue 1. Donc c'est des petites histoires de vie qui sont appréciables. Et là, il se met à marquer. Donc c'est d'autant plus cool pour lui qu'il participe à la bonne saison du FC Metz. Ok, ouais, c'est clair. En défense centrale, on retrouve Younes Abdelhamid et José Fonte. Voilà, José Fonte, les matchs passent, les prestations restent tout le temps les mêmes. Et latéral gauche, Caio Henrique. Alors lui, c'est un des habitués de cette deuxième partie de saison, Maxime, c'est incroyable. Il est là tout le temps avec son compère au milieu de terrain, Tchouaméni. Non, les deux, c'était les deux meilleurs monégasques, mais Caio Henrique, en fait, techniquement, qu'est-ce qu'il est propre à sa patte gauche, c'est incroyable. C'est pas le plus rapide. Et qu'est-ce qu'il a la santé, quoi, sur son côté gauche, avec son pendant de l'autre côté, Ruben Aguilar, il multiplie les allers-retours et c'est aussi pour ça que Monaco de Kovac va bien. Et ouais, Tchouaméni, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il a vraiment été très bon et il a été récompensé parce qu'il a été pris avec les espoirs là, cet après-midi. C'est clair, ouais. Et du coup, à côté de lui, on a mis Marshall Mounetsi face à Lyon qui a sorti un match aussi de mammouth dans la récupération. Alors en attaque, donc c'est un 4-2-3-1. Sur les ailes, du coup, on a choisi Arnaud Lorienté. Alors, il est passé plusieurs fois à côté de l'équipe type parce qu'il était remplaçant. Cette fois, il est titulaire. Il s'offre un rush de 40 mètres pour le but de l'égalisation de Lorient. Voilà, on a tenu à le féliciter de cette prestation. En tant que numéro 10, en revenant, Wabi Kazri. La seule étincelle, la seule lumière dans le samedi après-midi de Maxime. Généreux, il retrouve un peu de sa forme. Il y avait Boudbouz aussi quand même. Boudbouz, j'ai beaucoup aimé. Ça y est, je suis obligé de placer ses pailladins à chaque fois. Toujours, oui, je le place. Magnifique Boudbouz, justement, qui a su garder un moment le ballon quand il fallait, etc. Donc voilà, il y avait Kazri et Boudbouz aussi. Voilà, écoute, on a choisi Kazri. J'espère que tu nous en veux pas. Non, pas du tout. Mais la prochaine fois, il faut un ancien pailladin, obligé. Ah ça va être compliqué là. Et en tant qu'ailier gauche, Wang qui s'offre un doublé, c'est ça contre Dijon. Donc voilà, c'était la moindre des choses. Et enfin, en pointe, Randal Kolo Muani qui a fait vivre un calvaire au PSG hier et donc du coup qui est présent dans notre équipe type. Lui aussi a été récompensé puisqu'il est avec les espoirs, Maxime. Une prestation de grande classe pour l'une des rares satisfactions nantaises. Hein. Quand même cette saison, il est titulaire en pointe dans une équipe 19e, 18e de Ligue 1. Et il expose cette saison.
4 buts, 4 passes, pas trop attendu. Ouais. C'est vrai que c'est un bon joueur. Et quand on voit en plus la liste là que l'équipe de France a sorti espoir, on se dit que vraiment il y a un vivier incroyable en France et que les années à venir, on n'a pas vraiment de soucis à se faire si. Ça dépend en fait. Hein. Ça dépend. Hein, franchement. Tu sais, avec le Gret, on sait pas. Hein. Non, je tiens à vous dire quand même que l'équipe de France Espoir me fait souvent plus envie à regarder que l'équipe de France A. Après, malheureusement, que ce soit Deschamps ou Sylvain Ripoll, le jeu ne suit pas vraiment les qualités, je trouve, des deux équipes. Mais l'équipe de France Espoir, là, la liste pour l'Euro, attention quand même. Ah ouais, mais bon, faut voir si ça commence à jouer, quoi. Normalement, tu dois avoir un jeu incroyable. La charnière centrale, Jules Koundé, Wesley Fofana, nous fait particulièrement rêver, hein, Léandro? Mais totalement. Et puis vraiment, cette équipe de France Espoir. Bon, après, il y a beaucoup de grosses équipes quand même. Hein. Les Pays-Bas, là. Les Pays-Bas, l'Angleterre, le Portugal. Mais moi, je trouve ça ouf le nombre d'équipes avec. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte du nombre de cracks qu'il y a aujourd'hui dans le foot. Enfin, vraiment, l'équipe de France Espoir, là, tu m'aurais dit, ouais. Tu peux faire 2 ou 3 équipes, hein, de toute façon. Non, mais là, avec l'équipe de France Espoir, franchement, enfin, après, c'est un peu marseillais, ce que je veux dire, mais tu les fous en A, et je pense pas qu'ils soient si dégueulasses que ça, tu vois. Il y a tellement de joueurs, tellement de qualité, mais de partout, en défense, le milieu de terrain, il est ouf. Il y a peut-être que en attaque où ça pêche un peu encore. Oula. Mais en attaque, ils sont un peu moins mûrs. Ils sont un peu moins mûrs pour l'instant. Mais la défense centrale, par exemple, et le milieu, ils peuvent être en tous les jours. Mais totalement. C'est incroyable. Et en plus, je sais pas si on s'en rend compte, on parle d'espoir. Et les 3/4 des mecs, ils ont combien de matchs déjà en Ligue 1 ou en championnat professionnel? Enfin, c'est un truc de ouf. Ça suit un phénomène qui, dans le football aujourd'hui, c'est de plus en plus précoce, quoi. T'as des mecs qui font leur entrée en pro à 16 ans, comme des Camavinga. À l'époque, ils avaient des Paganelli, c'était un peu des exceptions, mais là, aujourd'hui, faut être à 18 ans, si t'as pas joué ton premier match en pro, limite, t'es déjà en retard sur le temps de passage, quoi. Il y avait une interview de Tchouaméni, justement, dans l'équipe, qui parlait un peu de cette impatience de sa génération, et qui, lui, avait fait ses débuts en pro à 19, 20 ans, et qui, là, aujourd'hui, pour certains, il faut leur laisser le temps. D'autres sont très précoces, et matures très tôt. Tant mieux là pour l'équipe de France. Donc on va suivre ça avec attention cet été. Et ça en plus c'est un débat, les gars, pour lequel je pense qu'un jour on pourrait vraiment faire un podcast. Puisque moi certes, enfin, tu vois, c'est trop cool, on se retrouve avec des mecs super jeunes et tout, mais le nombre de talents, du coup, qui sont même plus considérés comme des talents, juste parce qu'ils éclosent à 19, 20 ans, ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de mecs à 16 ans, ils ont peut-être pas juste le mental, et on les met sur le côté et tout, alors qu'ils sont trop forts. Mais bref, c'est un sujet qu'on pourra en parler, je pense. C'est vrai, Romain Fèvre, par exemple, quand on voit un mec comme Romain Fèvre qui perce sur le tard, comme ça, qui était l'année dernière dans la réserve de Monaco. Ah, mais franchement, c'est vrai que Monaco, il y a 65 joueurs sur contrat aussi, c'est de leur faute. mais Monaco, pour en reparler, Romain Perrault, il y en a beaucoup des cas comme ça, en vrai. C'est Nice, ça, Romain Perrault, mais oui, c'est à côté. Mais je disais pas pour ça, je disais, Perrault, il a eu un truc pareil, genre, il était sélectionné alors qu'il était amateur et tout, enfin, c'est des parcours de foot, tu vois. C'est vrai, il y en a de plus en plus parce que justement là ça devient de plus en plus élitiste et les joueurs sont de plus en plus précoces. La génération Mbappé, quoi. Tu ne parles pas d'âge, quoi. C'est ça en fait. C'est ça. C'était un très bon mot pour la fin, ça, alors. Hein. On a dérivé un peu sur cette équipe type, mais en tout cas, les gars, moi je vous remercie comme d'habitude d'être présents. Au final, on pensait que ça allait être un podcast assez court, mais non, au final, on se laisse toujours voir par les sujets qui fusent, mais voilà, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous d'être venus, sachant que la semaine prochaine, ce sera quoi c'est pas le dernier podcast, après c'est la trêve internationale. Exactement. Je crois qu'on je crois qu'on arrive à cette trêve internationale, alors on verra ce qu'on fait, si on fera d'autres podcasts après, de toute façon on en reparlera déjà la semaine prochaine, mais en tout cas, écoutez, moi je vous souhaite des victoires en championnat. Le PSG joue en Coupe de France aussi mercredi. Voilà, et on se retrouvera lundi prochain pour un très très chaud Lyon PSG. Si vous avez un mot de la fin.
Doumam, si toi t'as un mot de la fin, vas-y, je t'en prie. La semaine prochaine, ne nous loupez pas parce que je pense que ça va être. Il y a le tournant de la saison, plusieurs tournants de plusieurs saisons qui vont se faire, je pense, la semaine prochaine, parce qu'on arrive. On approche de la 30e journée. On approche la 30e journée. Souvent, la 30e journée, c'est charnière pour beaucoup de championnats. Donc, à ce moment-là, on verra. Ouais, moi je voulais glisser un petit mot. J'espère que Jérôme Arpinon va bien. Il est porté disparu depuis plusieurs semaines. Donc voilà, merci à tous. Voilà, Leandro. Toujours à la touche. C'est ça ton mot de la fin, Leandro, cette semaine? C'est mon mot de la fin. C'est mon mot de la fin. Je pense à Jérôme qui on l'a pas eu depuis longtemps. J'espère qu'il va bien, loin de ma ville. Très loin même. Et toi, Maxime, ton mot de la fin, presque. Moi, j'espère que les cas de Covid vont partir à Clermont et que nos petits Auvergnats vont pouvoir nous régaler de nouveau sur les terrains de Ligue 2 et qui vont pouvoir jouer samedi contre Nancy, tout simplement. Voilà, bah écoute. En tout cas, on te le souhaite. Voilà, c'est ça. Allez, bah merci à tous et puis à la semaine prochaine du coup pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde. Allez, merci. Ciao. Bye.